Un peuple fort, un royaume qui fut un temps un empire, une civilisation raffinée. Autant de vérités qui définissent l'Espagne sans la résumer. Ce pays fut marqué par des influences toujours variées, qui lui forgèrent un visage original. Déjà, au temps des brillants royaumes musulmans qui rayonnent sur la terre d'Al-Andalus, l'Andalousie des mosquées et des palais. Puis, lors de la reconquête chrétienne, qui unifie peu à peu le pays et change les arts. Ensuite, sous l'impulsion des grandes découvertes qui amènent 1000 richesses et qui bâtissent 1000 merveilles. Et enfin, sous les règnes de Charles Quint et de Philippe II, qui achèvent de faire de l'Espagne la première puissance du monde chrétien. Le royaume d'Espagne n'aura jamais cessé d'écrire dans sa pierre sa formidable épopée. Nous sommes en 786 sur les rives du fleuve Guadalquivir, en plein cœur de l'Espagne musulmane. C'est le pays d'Al-Andalus. À cette date, voilà déjà 30 ans que la dynastie des Omeyyades s'est emparée de la ville de Cordoue et en a fait la capitale de son émirat. Les émirs y bâtissent d'innombrables palais et édifices publics, rivalisant ainsi avec les splendeurs de Constantinople, de Damas ou encore de Bagdad. Ils pratiquent également une grande tolérance religieuse. La Yuderia, l'ancien quartier juif, est là pour en témoigner. Victime au 7e siècle de nombreuses persécutions raciales, c'est avec espoir que les Juifs de Cordoue accueillent l'arrivée des Arabes. Ils s'installent dans ce quartier pour y pratiquer le commerce et l'artisanat. Sous les Omeyyades, les Juifs cordouans sont devenus un groupe économiquement et intellectuellement puissant. Ils contribuent alors beaucoup à la prospérité de la ville. En témoigne la richesse de la petite synagogue, décorée de stucs qui mélangent inscriptions hébraïques et motifs géométriques. À Cordoue, les musulmans, les chrétiens et les juifs vivent ainsi en harmonie, tandis que la société s'arabise peu à peu. On compose des jardins comme dans la plus pure tradition arabe. Palmiers, cyprès, orangers entourent les bassins et les fontaines. L'eau y est source de vie et de pouvoir. Dans ce cadre paradisiaque, s'épanouit une cour brillante, centre des lettres, des sciences et des arts. Pour y affirmer sa puissance, Abd al-Rahman, le premier émir de Cordoue, met en chantier une mosquée dès 785. Il la rêve aussi vaste que la grande mosquée de Damas, aussi somptueuse que le dôme du Rocher à Jérusalem. D'une superficie totale de 24 000 m², la Mesquita devient le sanctuaire le plus important de tout l'islam occidental. À l'intérieur, la salle de prière est une véritable forêt de colonnes, infinie. Elles sont des centaines de granit, de jaspe et autres marbres précieux à soutenir l'édifice. On s'y rend pour prier collectivement, prosterné, les yeux tournés vers le mihrab, indiquant la direction de la mosquée sacrée de la Mecque. Au cours des siècles, les émirs qui se succèdent l'agrandissent et la transforment maintes fois, jusqu'à ce que le califat de Cordoue disparaisse sous les coups de la reconquête chrétienne. En 1236, la ville se rend à Ferdinand III de Castille. Après l'édification d'une première chapelle chrétienne en 1371,
on entame en 1523 le remaniement complet de l'édifice. La grande mosquée se transforme alors peu à peu en cathédrale. Mais alors que l'on démolit la mesquita, l'empereur Charles Quint se rend à Cordoue et s'écrie « Ce que vous faites là se trouve partout. Ce que vous aviez auparavant n'existe nulle part dans le monde. » Il sauve ainsi l'œuvre des califes et fait de l'édifice une incroyable cathédrale-mosquée. C'est l'alliance de deux cultures, de deux civilisations. Les rois catholiques ont chassé les Omeyyades de Cordoue. Un autre État, dominé par la dynastie arabe des Nasrides, devient alors le cœur de l'islam andalou. Nous sommes à Grenade, capitale du nouvel émirat. La ville accueille la population civile fuyant l'avancée des chrétiens. Sur les hauteurs, l'Alhambra, la cité royale. Avant d'être un palais, cet ensemble est d'abord une forteresse. Dans cette Alcazaba se loge la garnison d'élite au service du sultan. On multiplie également les remparts et les tours. Bâtie au sommet d'une colline, dotée d'une enceinte qui rejoint la muraille principale de Grenade, l'Alhambra est rendue imprenable. Les Nasrides y aménagent alors des rues, des habitations, des bains, mais surtout plusieurs palais. On pénètre dans le premier d'entre eux, le palais dit de Comares, par la salle du Méchouar. C'est le lieu où se réunit le Conseil des ministres. Son décor sobre sert également d'antichambre aux audiences royales. Ici, l'organisation favorise avant tout les fonctions officielles. De la salle du Conseil, les visiteurs passent ainsi au lieu du pouvoir suprême. C'est trônant en haut des marches, entre les deux ouvertures, que le sultan accorde ses audiences. Les vers d'un poème du vizir Ibn Zamrak l'accompagnent dans cette tâche. Ma position est celle d'une couronne et ma porte est une bifurcation. Tandis que la porte de droite mène aux appartements familiaux, celle de gauche conduit au cœur du palais. Comme dans tout édifice hispano-musulman, on apprécie le rang social et économique de la famille d'après son patio. Le vaste bassin rectangulaire de la cour des Myrtes est à la hauteur de son sultan. Les édifices s'y reflètent à la surface de l'eau, rompant ainsi l'horizontalité de l'architecture. De là, il accède à la grande salle des ambassadeurs, aux parois entièrement décorées. Le pouvoir s'y met en scène sous un impressionnant plafond en bois. Plus de 8000 pièces, un décor de marqueterie qui représente les 7 ciels superposés de la cosmologie musulmane. Plus impressionnant encore, la coupole en stalactite de la salle des Abencerrages, accolée au palais de Comares, construit quelques décennies plus tard par Mohammed V. Elle appartient au palais des Lions, merveille de l'apogée de cet émirat nasride. C'est la résidence du sultan, et sous ses stucs ciselés et ses poèmes coraniques sculptés dans la pierre, on converse, on mange, on reçoit et on règne. Et lorsque le sultan et ses proches partent chercher l'ombre et la fraîcheur, ils ne vont pas bien loin. Sur l'autre versant de la colline se trouve la résidence d'été du généralif. Les palais y sont édifiés autour de jardins, de fontaines et de bassins. Ici, l'eau est précieuse et on la fait venir de loin. Le 2 janvier 1492, au terme d'une lutte qui oppose Grenade à la puissante Castille, les rois catholiques se rendent maîtres de la cité. L'ultime enclave arabe en terre d'Espagne est tombée.
Dès 1526, l'empereur Charles Quint y fait bâtir un palais, comme pour mieux proclamer le triomphe de l'harmonie chrétienne. On représente une certaine idée de l'Empire, en revenant aux sources de la civilisation, Rome et Athènes. Joyaux de la Renaissance, tout l'oppose au palais nasride, aussi massifs qu'ils sont légers, aussi austères qu'ils sont exubérants, mais tout aussi majestueux et remarquables. Avec la chute du royaume de Grenade, s'éteignent les derniers feux de la domination musulmane. La terre d'Al-Andalus est désormais entièrement chrétienne. Mais dans un premier temps, l'art chrétien ne fait pas disparaître l'art musulman. Nous sommes à Séville, reconquise dès 1248 à la dynastie des Almohades. Près d'un siècle plus tard, le roi catholique Pierre Ier y entreprend la construction d'une résidence royale, le Real Alcázar. On y célèbre la victoire chrétienne sur les morts. Une croix, un lion couronné. Peut-être les lions enchaînés pour protéger les souverains musulmans sont-ils enfin libérés. Mais on y cultive aussi un savant mélange d'influences. Les formes et les techniques décoratives islamiques sont employées, mêlées aux architectures gothiques et Renaissance. L'art mudéjar est né. Comme dans tous les palais musulmans, les jardins y composent une représentation terrestre du paradis. Par la suite, les rois catholiques les aménagent, et les grandes découvertes y ajoutent de nombreuses essences rapportées d'expéditions lointaines. À l'intérieur, l'édifice se distribue autour de deux patios. Celui des poupées est le cœur domestique du palais. Ses chambres et ses couloirs y sont consacrés à la vie familiale. L'incroyable dôme du salon des ambassadeurs accueille le cœur politique de l'édifice. Autrefois salle du trône des sultans, les souverains catholiques continuent d'y accorder des audiences. Deux mondes, deux cultures s'y mêlent harmonieusement. Accolé à cette salle de prestige, un magnifique patio où se poursuit la vie officielle. Ce patio des demoiselles est l'âme du palais. On y organise les grandes réceptions, les rencontres entre princes et califes, sultans et rois. Depuis l'étage supérieur, les jeunes dames de la cour peuvent même observer les invités d'honneur. Et tout l'art mudéjar s'y épanouit. Par la suite, on aménage l'Alcázar dans un style plus classique. Comme à l'Alhambra, l'empereur Charles Quint y marque les lieux de son empreinte. Dans ses appartements, les tapisseries y relatent l'épopée de la monarchie espagnole, de la grande reconquête à la découverte de contrées lointaines. À mesure qu'Al-Andalus devient terre catholique, l'art chrétien reprend le dessus. 1401, l'édification d'une cathédrale commence sur le site de l'ancienne mosquée. Un seul mot d'ordre: bâtissons une église si grande que ceux qui la verront penseront que nous étions fous. 130 mètres de long, 76 mètres de large. C'est alors le plus grand édifice gothique d'Europe.
À l'intérieur, des voûtes qui culminent à 56 mètres de hauteur. Un retable sculpté durant près d'un siècle pour représenter 44 scènes de la vie du Christ et de la Vierge. Au total, 1500 figurines ciselées dans le bois de cèdre puis dorées. Tout dans cette cathédrale est démesuré, grandiose, célébrant le triomphe de la foi catholique. Et dans le bras droit du transept, un colossal joyau qui proclame lui aussi la gloire de l'Espagne. C'est le tombeau de Christophe Colomb, conçu en 1890. Il est porté par 4 rois, symbole des 4 royaumes de Léon, Castille, Navarre et Aragon. Au cours de ces 4 voyages, accomplis entre 1492 et 1504, Christophe Colomb a ouvert le chemin du Nouveau Monde. Le souvenir de ces expéditions est précieusement gardé au cœur du bâtiment des Archives des Indes. L'Amérique des grandes découvertes s'y dévoile. Avec ses conquêtes, c'est le temps de l'Empire espagnol riche et puissant qui s'ouvre. La sacristie de la cathédrale de Séville est un hymne à cette fortune. Ostensoirs massifs, couronnes, reliquaires, croix incrustées de pierres précieuses y célèbrent l'âge d'or de l'Espagne. Nous sommes le 10 août 1557 à Saint-Quentin, en territoire français. C'est le jour de la Saint-Laurent. Le roi Philippe II obtient une écrasante victoire face aux armées d'Henri II. Un an plus tard, le père du souverain, l'empereur Charles Quint, s'éteint sans avoir bâti une sépulture digne de son règne. Ces 2 événements vont décider le roi à édifier au nord-ouest de Madrid un monument inhabituel. Ce sera Saint-Laurent de l'Escorial, un véritable palais-monastère. Commencé en 1563, les travaux donnent naissance à un gigantesque édifice en à peine 22 ans. On le dote de 400 dépendances, de 1200 portes et de 2600 fenêtres. Cet ensemble monumental se compose d'un monastère, d'une église et d'un palais. Outre les armoiries royales, le bâtiment se pare du symbole de la grille. C'est l'instrument de martyr de Saint-Laurent, en l'honneur de qui le monastère a été bâti. Le plan de l'édifice reproduit lui-même la forme d'un grille, le manche étant symbolisé par les appartements de Philippe II. L'architecture sobre du site, l'austérité de ses façades, contraste avec la richesse de certains de ses intérieurs. À l'origine, seuls les membres de l'aristocratie étaient autorisés à entrer dans la basilique. Les autres devaient se contenter d'apercevoir ou d'admirer ces trésors de loin, sans dépasser le vestibule. Cette basilique exprime véritablement dans la pierre la volonté d'un homme. Philippe II y proclame haut et fort l'étroite alliance entre la religion et la monarchie.
Le souverain de l'Escorial n'a alors plus rien à voir avec le prince héritier, avide de plaisir. C'est un roi revenu des gloires du monde qui cherche à mériter son salut par une pratique religieuse exigeante. Il se fait ainsi le champion de l'Europe catholique à l'image de son père, l'empereur Charles Quint. Dans l'intimité de l'oratoire royal, les deux hommes en prière, accompagnés de leurs proches, se font face. Et dissimulée sous le cénotaphe du souverain, une petite porte. Elle donne sur la chambre du roi et lui permet d'assister à l'office depuis son lit. C'est là qu'il meurt en 1598, alors âgé de 71 ans. Il rejoint alors son père dans le Panthéon royal, bâti juste sous le chœur de la basilique. Décoré de marbre noir, de jaspe rouge et de bronze doré, Philippe II l'a conçu pour accueillir sa dynastie. On y affirme ainsi la naissance d'un État moderne, doté d'une religion unique, d'une capitale, Madrid, et d'un panthéon. La vaste bibliothèque s'inscrit également dans ce programme politique. C'est la première bibliothèque publique d'Espagne patronnée par la monarchie. Elle abrite plus de 40 000 ouvrages. Lors de sa construction, des voix s'élevèrent contre sa décoration. On la jugea profane et peu appropriée pour un monastère. Il fallut alors rappeler que la bibliothèque était propriété du roi et ouverte à tous. Libre à lui d'y proclamer sur les murs les conquêtes de l'intelligence humaine et d'y représenter les arts libéraux aux côtés de la théologie et de la philosophie. Le palais monastère de l'Escorial est bien à l'image d'un homme, un souverain qui en fit la réalisation parfaite des idéaux de la monarchie catholique. Fécondée tour à tour par les royaumes musulmans, la grande reconquête et les richesses du Nouveau Monde, l'Espagne est devenue sous les règnes de Charles Quint et de Philippe II une véritable puissance économique et militaire. Elle fera désormais partie du Grand Concert des Nations européennes.